Bonjour et bienvenue pour ce chapitre 3, transformation nucléaire. Donc dans ce cours, on va voir ensemble d'où vient la radioactivité, comment on peut utiliser les conséquences de cette radioactivité, à savoir l'utilisation de l'énergie, principalement. On verra aussi les grands protagonistes qui ont travaillé sur le phénomène et qui ont permis les grandes avancées scientifiques. C'est parti. Ce chapitre va être décomposé en fait en 3 parties. Dans une première partie, on va voir les bases pour bien comprendre la radioactivité, à savoir la notion d'isotopie que vous avez déjà vue l'année dernière. Donc on rappellera comment est-ce qu'on note un atome en physique, plutôt son noyau. Ensuite, on définira la notion de radioactivité. On fera un tout petit peu d'histoire des sciences pour voir qui a découvert le phénomène et quelles peuvent être les conséquences du rayonnement dû à la radioactivité d'un atome. Et ensuite, dans 2 autres vidéos, on verra dans une partie 2 la désintégration nucléaire, la fission et la fusion, et dans une 3e partie, l'énergie nucléaire, qu'on apprendra à quantifier. Alors, notion d'isotopie, représentation symbolique de l'atome. Alors, d'une manière générale, on va noter X, le symbole d'un élément chimique. Puis, pour caractériser son noyau, on va définir les grandeurs A et Z. Alors, la grandeur A, c'est ce qu'on appelle le nombre de masses. C'est ensemble le nombre de protons et de neutrons qu'il y a dans le noyau. Puis Z représente plus exactement le nombre de protons qu'il y aura dans le noyau. Donc la question qu'on peut vous poser, c'est déduire le nombre de neutrons qu'il y a dans le noyau, à partir des valeurs de A et de Z. Donc je vous conseille de prendre des notes si vous vous rappelez plus de tout ça, et puis essayer de me trouver une formule pour calculer, grand N, le nombre de neutrons qu'il y a dans le noyau. Allez, on écrit. Bon. Bien sûr, n égale à A moins Z, ce qui nous donne le nombre de neutrons, puisque A, c'est la totalité des protons et des neutrons. Et isotope. On va voir ce qu'est un isotope autour d'un exemple, de l'atome d'hydrogène, c'est le plus simple. Donc, regardez les 3 isotopes suivants. On a le protium, le deutérium et le tritium. D'après le symbole de ces 3 atomes, je vous demande de trouver la composition en particules élémentaires de chaque isotope, c'est-à-dire le nombre de protons et de neutrons qu'il y a dans le noyau de chaque isotope. Mettez pause et cherchez. Alors, pour le protium, vous avez dû trouver qu'il y avait 1 proton et 0 neutron. Pour le deutérium, 1 proton et 1 neutron. Et le tritium, 1 proton et 2 neutrons. Donc, d'après ces résultats, qu'est-ce qu'un couple d'isotopes ? Eh bien, c'est tout simplement des couples qui vont avoir le même nombre de protons. Regardez, à chaque fois, il y a 1 proton pour les 3. Mais par contre, on constate que le nombre de neutrons, lui, change. Donc voilà la définition d'un isotope. Même Z, mais N différents. Maintenant qu'on a vu les rappels, on va s'intéresser à la radioactivité. Alors bien sûr, c'est un mot qui fait un petit peu peur. On n'a pas oublié les catastrophes de Tchernobyl, en URSS, qui s'appelait comme ça à l'époque, la Russie maintenant. Catastrophe nucléaire qui avait fait plein de morts et qui continue de faire des bébés mal formés. On ne peut pas oublier non plus Nagasaki et Hiroshima, donc les bombes nucléaires qui avaient été lancées par les Américains sur le Japon. Donc pareil, une vraie catastrophe qui continue de faire également des bébés mal formés. Bon, bref. Alors il ne faut pas oublier que la radioactivité nous entoure également. Notre corps émet des rayonnements radioactifs, la Terre sur laquelle on marche également. On est vraiment entouré par le phénomène de manière plus ou moins intense. Alors, la radioactivité est-elle naturelle ou artificielle ? Pour le comprendre, on va faire un petit peu d'histoire des sciences. Le premier qui a travaillé sur le phénomène, c'est Henri Becquerel. Alors lui, au XIXe siècle, il a travaillé sur les rayonnements des sels d'uranium. Donc, qu'est-ce qu'il faisait ? En fait, il avait des sels d'uranium dans son laboratoire, il les soumettait au rayonnement solaire, ensuite, il les mettait dans des petites flasques en verre, ici, et il disposait le tout sur une plaque photographique. Ensuite, il mettait tout ça dans l'obscurité, et il étudiait le rayonnement qui était, pour lui, dû à une accumulation d'énergie lors de l'exposition au rayonnement solaire, et ensuite qui était restitué lorsque les sels étaient dans l'obscurité, ce qui permettait d'obtenir l'impression des plaques photographiques, comme vous pouvez voir à droite ici.
Un beau jour, il a voulu refaire cette expérience, sauf qu'il faisait pas beau, il n'y avait pas de soleil. Donc il a préparé son système, comme d'habitude, puis il a mis tout ça dans un tiroir. Et le lendemain, quand il est revenu, il s'est rendu compte que la plaque avait quand même été impressionnée, même sans que les sels aient été exposés au rayonnement solaire. Donc en fait, il en a déduit que finalement, le rayonnement était spontané, le sel d'uranium émettait de manière spontanée un rayonnement. Et ça a été vraiment une découverte incroyable, parce qu'il était persuadé que sans le soleil, qui excitait initialement les sels d'uranium, eh bien on ne pouvait pas avoir de rayonnement. Donc lui au début il n'a pas du tout compris ce principe, il a fallu attendre que d'autres s'intéressent à ce phénomène pour le comprendre. 2 ans plus tard, c'est Marie Curie qui va approfondir les travaux d'Henri Becquerel. Elle comprend que ces rayonnements sont une propriété générale de la matière et elle leur donne le nom de radioactivité, du latin radius qui veut dire rayon. Pierre, son mari, va s'associer à ces recherches et ensemble, ils vont découvrir 2 éléments encore inconnus, le polonium et le radium, qui sont tous les 2 radioactifs. Donc, grâce à ces nouveaux éléments, ils vont expliquer le phénomène de la radioactivité et avoir un prix Nobel en 1903. Ils expliquent que les noyaux instables présents dans la nature donnent lieu à une radioactivité naturelle. Bon, bien sûr, les explications sont un peu plus complexes que ça. Pour aller plus loin, je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo sur les découvertes de Pierre et Marie Curie. Une trentaine d'années plus tard, c'est la fille de Pierre et Marie Curie, Irène, et son mari Frédéric, qui vont réussir à fabriquer de la radioactivité, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont irradié de l'aluminium et ils ont créé un isotope instable du phosphore. Et ce qui va leur donner le prix Nobel 1 an plus tard, donc en 1935. Donc il faut retenir qu'un noyau instable créé en laboratoire donne lieu à ce qu'on appelle une radioactivité artificielle. Donc vous devez bien dissocier les 2 phénomènes. Celle qui est créée par l'homme, radioactivité artificielle, et celle qui est là de manière naturelle, la radioactivité naturelle, qui n'a pas besoin d'être initiée. Maintenant, on va s'intéresser à la cause de l'instabilité. Reprenons l'exemple des isotopes de l'hydrogène. On va s'intéresser à la probabilité de présence sur Terre. Le protium, par exemple, est présent à 99,98% sur Terre. Le deutérium à 0,015 et le tritium à 0%. Donc on voit bien que selon la proportion entre les protons et les neutrons, la probabilité de présence n'est pas la même. Ça veut dire que certains isotopes vont être plus stables que d'autres. Souvenez-vous, on avait vu dans un chapitre précédent que la stabilité d'un atome était due à ce qu'on appelait l'interaction forte qui régnait au sein du noyau, qui faisait que l'atome, globalement, était stable. Si le noyau est instable, ça va provoquer la désintégration de celui-ci et l'apparition d'un rayonnement. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. On sait qu'il va y avoir un rayonnement. Peu après la découverte du phénomène, en fait, on a découvert qu'il existait plusieurs types de particules radioactives. C'est-à-dire que jusque-là, on savait que lors de la désintégration d'un noyau, il y avait un rayonnement. Et ensuite, on s'est rendu compte que si on mettait une source radioactive, qu'on la laissait rayonner et qu'on mettait ce rayonnement à travers un condensateur, souvenez-vous, le condensateur, ce sont des plaques chargées qui sont en vis-à-vis, on a constaté, en mettant un écran qui était capable de réagir aux particules qu'il recevait, différents types de particules qui étaient générées par la désintégration. Donc on a vu par exemple les particules bêta, donc particules bêta- ici qui étaient déviées par la plaque positive, donc c'est comme ça qu'on a déduit la charge en fait négative de la particule bêta-. De même pour la particule bêta+, qui a été attirée par la plaque négative et donc déviée dans ce sens. On a découvert aussi un rayonnement plutôt gamma, qui lui n'était pas dévié, et une particule alpha, qui a été déviée, un peu moins que la bêta+, mais en tout cas, quand même attirée par la plaque négative, et un petit peu repoussée par la plaque positive. On en reparlera un petit peu plus tard. On détaillera ces particules dans une autre vidéo. Donc on peut revoir notre axe de tout à l'heure. Un noyau instable va se désintégrer en émettant un rayonnement et des particules.
il va être important, donc, de par la complexité du phénomène, de savoir prédire ou expliquer les différents types de rayonnement. Chaque noyau radioactif ne va pas émettre le même rayonnement. Pour ça, il y a un outil qu'on appelle le diagramme de Segré, qu'on a déjà vu en activité ou qu'on va voir prochainement. C'est un diagramme en fait qui permet en fonction de la place de l'isotope dans ce diagramme, de prévoir le type de rayonnement qu'il va se produire. Je ne vais pas détailler ça dans la vidéo, sinon elle va durer longtemps. On va voir l'activité ensemble en classe. Simplement, je rappelle que lorsque les atomes sont dans ce qu'on appelle la vallée de stabilité, ils sont stables, ils ne vont pas se décomposer. S'ils se trouvent hors de cette zone de stabilité, ils vont se décomposer. Ce sont des noyaux radioactifs instables. Voilà pour cette première vidéo. Dans une deuxième vidéo, on va s'intéresser plus particulièrement au phénomène de désintégration, et ainsi qu'à la fusion et à la fission des noyaux.